Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, les mouvements d'extrême droite aux États-Unis. À 9h précis, j'étais en train de discuter avec des collègues sur un projet et nous avons entendu un bruit. J'ai près de 40 ans et je n'ai jamais entendu un bruit pareil. Et on pensait d'abord que c'était quelque chose comme un avion qui était tombé sur le toit de l'immeuble. Et nous sommes donc allés aux fenêtres et nous avons tout de suite vu les colonnes de fumée qui s'élevaient juste à environ 200-300 mètres de chez nous. L'informaticien Bernard Ruhlmann qui raconte ce qu'il a vu de la fenêtre de son bureau à Oklahoma City le 19 avril 1995. L'attentat d'Oklahoma City reste aujourd'hui encore l'acte terroriste le plus meurtrier à s'être produit sur le territoire américain après les attentats du 11 septembre 2001. L'attentat d'Oklahoma City a ébranlé le pays de l'oncle Sam en lui faisant réaliser que l'un de ses fils pouvait être à l'origine d'un pareil carnage. En faisant exploser un édifice fédéral, l'auteur de l'attentat, Timothy McVeigh, s'attaquait au pouvoir de l'État central qu'il jugeait trop important. Timothy McVeigh était, entre autres, contre le contrôle des armes à feu. C'était un sympathisant de l'organisation d'extrême droite, le mouvement des miliciens. C'est dans cette église méthodiste de Charleston, en Caroline du Sud, que l'impensable s'est produit. 6 femmes et 3 hommes étudiaient la Bible lorsque Dylann Roof, 21 ans, les aurait abattus un à un. Roof serait resté assis durant 1 heure au sous-sol de l'église avant de décharger son arme. Il aurait dit que les Noirs violaient les Blanches et qu'ils prenaient trop de place. 3 personnes ont survécu, dont une femme qu'il aurait épargnée pour qu'elle puisse raconter ce qui s'est passé. There is something particularly heartbreaking about a death happening in a place in which we seek solace and we seek peace. That's what I'm mostly shocked about, that something would happen like this. Je suis choqué que ça se produise dans une église. On lui a ouvert la porte. Il était le bienvenu. I am very, very pleased to announce that we have made an arrest in this case. Je suis très fier, déclare le chef de police de Charleston, d'annoncer l'arrestation de Dylann Roof. La chasse à l'homme aura duré environ 14 heures. Le suspect a été arrêté à Shelby, en Caroline du Nord, à 300 km de l'église. Les autorités n'ont pas hésité à qualifier cette tuerie de crime haineux. Extrait d'un reportage de Christian Latreille le 18 juin 2015 sur la tuerie de Charleston en Caroline du Sud. Un autre exemple de massacre commis par un sympathisant des mouvements d'extrême droite aux États-Unis. L'auteur de la tuerie de Charleston, Dylann Roof, est un jeune suprémaciste blanc. Pour faire l'histoire de ces mouvements d'extrême droite aux États-Unis, mon invité est Francis Landlois, professeur d'histoire au Cégep de Trois-Rivières, membre associé de l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. Francis Landlois, bonjour. Bonjour, M. Beauchamp. Francis, la tuerie de Charleston, l'attentat d'Oklahoma City, ce n'est pas le terrorisme du groupe armé État islamique, on n'est pas dans le terrorisme islamiste, on est dans du terrorisme d'extrême droite, de mouvement d'extrême droite américain, du terrorisme maison, entre guillemets. Est-ce que c'est un phénomène qui est important actuellement? Oui, c'est un phénomène qui est très important. En fait, si on calcule le nombre d'attaques qui sont faites par année, le nombre de victimes qui sont faites par année, même si on parle de 2001, ces nombres-là sont beaucoup plus importants que le nombre de morts qui sont engendrés par le terrorisme djihadiste. Donc, c'est peut-être une cinquantaine, là, si on exclut là, évidemment ce qui est arrivé au 11 septembre 2001, c'est peut-être une cinquantaine de gens qui ont été tués par des gens qui se réclament de l'islamisme. Dans le cas du terrorisme d'extrême droite, c'est peut-être une centaine par année, 200 par année. Puis, là, on parle juste des victimes, des morts. Là, on parle pas des attaques qui sont engendrées. Ça va du simple vandalisme à des assauts sur des gens, à des meurtres. Oui. Donc, c'est vraiment un gros phénomène. Et pourtant, on en parle très, très peu. Et on le publicise très, très peu, mais comme je vous dis, c'est très, très, très présent. Là. Est-ce que les autorités américaines s'en occupent? Parce qu'évidemment, cette guerre au terrorisme islamiste, cette guerre au groupe armé État islamique, ça, on en parle beaucoup et il y a des moyens qui sont déployés sur cette question-là. Sur ce terrorisme de ces mouvements d'extrême droite aux États-Unis, est-ce qu'il y a des efforts? Oui, tout à fait. Donc, on arrête des gens, on fait des enquêtes. Le Department of Homeland Security avait jusqu'à tout récemment une équipe juste là-dessus, mais il y avait une réunion il y a
2 ans de tous les grands chefs de police aux États-Unis. Et pour eux, la troisième plus grande menace aux États-Unis était celle du terrorisme qu'ils appellent le terrorisme domestique. Donc, des gens locaux qui vont prendre les armes, qui vont commettre des crimes à des fins idéologiques généralement. Donc, pour eux, c'est ça la vraie menace, beaucoup plus que le terrorisme djihadiste, qui reste, soit dit en passant, pour eux, extrêmement dangereux. Là. La question n'est pas là. Mais il reste que c'est une menace qui est sous-estimée dans les médias, en tout cas. Et cette idéologie de ces mouvements d'extrême droite aux États-Unis aujourd'hui, elle se définit autour de quel axe? Disons qu'il y a 3 grands axes. Donc, il y a l'axe raciste. Donc, tout d'abord, même on peut remonter sur le Ku Klux Klan, etc. Donc, on va commettre des actes qui servent à replacer, disons, je prends leur terminologie évidemment, mais à replacer les Afro-Américains ou les autres groupes ethniques qui ne sont pas blancs à leur place, disons, naturelle dans le pays. Là, certains veulent même expulser ces gens-là ou faire des espèces de réserves dans lesquelles les groupes les plus extrêmes, là, c'est ceux qui pensent, faire des espèces de réserves, des enclaves où est-ce qu'il y aurait tous les groupes multiethniques et là, les blancs auraient le reste du pays. Donc, il y a toujours l'axe raciste. Il y a l'axe... Ce vieil axe auquel on va revenir dans un instant. Oui, évidemment. Avec le Ku Klux Klan. Ça, c'est toujours là. Oui, et il y a l'axe religieux fondamentaliste. Donc, ça va des gens qui s'attaquent aux cliniques d'avortement, par exemple. Hein. Il y a eu un exemple il y a quelques mois, mais il y en a eu plusieurs et il y en a encore. Donc, il y a des gens qui s'attaquent, par exemple, donc aux cliniques d'avortement, mais ça va aussi aux gens qui, comment je peux dire, sont contre les gens qui ne respectent pas le christianisme à la lettre. Et il y a même des groupes qui s'appellent Identity Christian qui disent qu'en fait, le véritable Israël, ce serait les États-Unis, et puis que les véritables, disons, destinataires du message de Dieu, ce sont les anglo-saxons et non pas les Juifs qui l'ont reçu en premier via Jésus. Donc, vous voyez un peu le genre. Donc, c'est des gens très radicaux et eux aussi ont commis des actes assez violents. Et enfin, il y a le troisième axe qui s'est développé à partir des années 70 essentiellement, qui est un mouvement qui s'attaque directement au gouvernement fédéral, généralement, et à ses représentants. Donc, plusieurs policiers ont été tués. Timothy McVeigh étant l'exemple ultime de ce genre de terrorisme-là. Mais d'auteur d'Oklahoma, c'est de l'attentat d'Oklahoma City. Tout à fait. Et donc, ces gens-là s'attaquent, oui, donc ne reconnaissent pas le gouvernement fédéral, mais n'hésitent pas. Comme je vous dis, tout récemment, il y a quelques mois, il y a un monsieur qui se fait arrêter parce qu'il n'y a pas de plaque d'immatriculation sur sa voiture. Le policier s'avance vers la voiture, il sort, il tue le policier qui s'en vient l'arrêter. Donc ça arrive assez fréquemment, quelques fois par année. Et puis il y a aussi toute et ça non plus, en tout cas moi je l'ignorais, mais il y a toute une sous-culture de l'extrême droite aux États-Unis. Oui, tout à fait. C'est un marché qui est extrêmement niché, dans lequel on retrouve, bon, évidemment, tous les gens qui aiment les armes à feu, les trucs néo-nazis, mais à côté de ça, on a de la musique, on a des livres, on a des sites de rencontres, même sur Internet, on s'affiche là ouvertement raciste, ouvertement patriotique, mais donc anti tout ce qui est pas WASP, donc White Anglo-Saxon Protestant. Donc, c'est assez particulier et c'est immense. Il y a beaucoup d'argent qui se brasse là quand même. I am sick and tired of going to the funerals of black men who have been murdered by white men. They are powerless against us if every single Anglo-Saxon Christian one of us stands together. We're here to protect Anglo-Saxon democracy and the American way. What's wrong with these people? 1964, when America was at war with itself. 1964, quand l'Amérique était en guerre contre elle-même, dit cette bande-annonce du film d'Alan Parker, Mississippi Burning, que vous avez peut-être vu. C'est vrai qu'on associe, Francis Langlois, assez spontanément les mouvements d'extrême droite américains au Ku Klux Klan. Ça remonte à quand, le début de ces mouvements d'extrême droite aux États-Unis? Essentiellement après la guerre civile américaine, donc en 1865, spontanément un peu partout dans le Sud s'organisent des groupes paramilitaires qui veulent à la fois remettre à leur place les anciens esclaves, qui contestent l'occupation du Nord du Sud par le Nord, et qui aussi souvent mélangent un discours religieux chrétien, donc d'où les croix qui brûlent, entre autres. Et oui, effectivement, le Ku Klux Klan va devenir l'organisation qui va englober tous ces groupes paramilitaires-là qui vont se créer là, au Sud, et il va durer dans le temps. C'est ça la différence. Oui. Et il va tellement être, en guillemets, efficace que le gouvernement américain, à l'époque, va être obligé, en 1870, d'adopter une loi contre le Ku Klux Klan, donc pour éliminer, et donc on va utiliser les troupes,
Ça va fonctionner. Éventuellement, après quelques années, le Ku Klux Klan, en tant que force militaire, va être, disons, éliminé ou en tout cas neutralisé. Et ce qui va arriver, par contre, c'est que le gouvernement fédéral va avoir investi tant d'énergie, tant d'argent, tant de ressources dans cette guerre-là au Ku Klux Klan, qu'on va se retirer en 1877 en faisant une entente avec le Sud en disant, bon, ben, continuez la reconstruction, on ne s'ingère plus dans vos affaires, mais restez tranquille. Et donc, en quelque part, les mouvements suprémacistes vont avoir gagné à ce moment-là et on va prendre ça comme une victoire. Et donc, le Ku Klux Klan apparaît à ce moment-là, est éliminé pendant un certain temps, revient en 1915, lorsque, bon, on commence à s'attaquer plus, vous voyez, la frange religieuse va être plus importante. Évidemment, on continue à maintenir les Afro-Américains, disons, à leur place, là, si je reprends encore une fois leur terminologie. Mais on va aussi s'attaquer aux catholiques, aux juifs, ces gens-là. On va intégrer un discours anti, disons, en fait, pro-protestant et anti-religieux, tout ce qui est pas finalement protestant. Et puis il y a deux choses intéressantes là-dedans. Il y a l'Amérique WASP qu'on veut, hein, White Anglo-Saxon Protestant, mais il y a aussi à la base, aux origines du Ku Klux Klan et de cette naissance du mouvement d'extrême droite aux États-Unis, la bonne vieille Constitution, on y revient. Cette idée, au fond, puis on n'est pas si loin de la version récente de l'extrême droite contre l'État, l'omniprésence de l'État, mais cette idée qu'on puisse... Le Ku Klux Klan, c'est un peu ça au départ, former une milice pour combattre au fond un État qui erre à nos yeux. Là. Oui, qui serait tyrannique. Ben oui, c'est tout à fait ça. Et les gens du Ku Klux Klan et leurs supporters s'appuient sur l'idée que les États sont plus puissants ou devraient être plus indépendants du fédéral, ce qu'on pourrait appeler du néo-confédérationnalisme, si on veut. Puis donc c'est une rhétorique qu'on entend encore aujourd'hui. Il faut se méfier d'un gouvernement qui deviendrait tyrannique. Et donc certains, même ceux qui défendent le droit de porter des armes, le disent. On doit garder des armes pour pouvoir se défendre, oui, contre des étrangers, mais aussi contre un gouvernement qui deviendrait tyrannique. Puisque la Constitution nous le garantit. Exactement, puisque les pères fondateurs, c'est ce qu'ils ont fait quand ils se sont attaqués à la couronne britannique. Donc, essentiellement, c'est un droit naturel des Américains. Ouais. Comment réagissent les autorités fédérales? C'est beaucoup, donc, il y a la question religieuse, mais au départ, c'est beaucoup une question raciale. On fait un peu de ménage, vous nous le disiez, puis après ça, bon, on redevient laxiste, puis le Ku Klux Klan reprend du terrain. On laisse aller? Oui, d'une façon générale, jusque dans les années 60, là, on va laisser les choses. Ben, il y a plus ou moins une entente tacite entre le Nord et le Sud, ou entre le reste du pays et le Sud. Hein. Si vous êtes tranquille, s'il n'y a pas trop d'explosions de violence, si vous gardez les choses calmes, ben on va vous laisser avoir votre système particulier, puis le reste, ben on va s'arranger avec nos propres affaires. Par contre, lorsque des groupes, même racistes, deviennent trop, disons, actifs, ben là, on va écraser. Donc, je vous donne un exemple. Le German American Bund, dans les années 30, qui est un groupe littéralement nazi, il est inspiré par Hitler et tout, on est dans les années 30. Ben, en 1941, dès que la guerre commence, on les arrête tous, on les met en prison et c'est fini. C'est terrible ce que je vais dire, mais ce qu'au fond, tant que ces actes ne touchent que les Noirs, et je le dis avec des gros guillemets, l'État fédéral laisse aller? Oui, tant que ça, en fait, toutes les minorités, on les laisse faire. Donc, si c'est un groupe antisémite, bon, c'est pas trop grave, hein, tant que ça explose pas trop. La même chose, vous avez absolument raison. Il y a un laxisme et il y a une tolérance de la violence raciale qui est immonde. Ouais. Dans les années 50-60, parce que c'est fascinant, l'histoire de ce Ku Klux Klan il y aura vraiment des hauts et des bas, des courbes. Dans les années 50-60, en même temps que les Noirs obtiennent certains droits, il y a l'adoption de certaines lois, ça va mieux au fond pour la situation des Afro-Américains. En même temps que cette amélioration-là, il y a une recrudescence du Ku Klux Klan. On écoute un extrait de reportage présenté à l'émission Le sel de la semaine. On est au moment où il y a recrudescence, en 1966. Le clan, qui s'en prend accessoirement aux juifs, aux catholiques et même à certains protestants, a juré de préserver la pureté de la race anglo-saxonne, protestante et blanche. Are you a native-born white Gentile American citizen? Yes. Do you believe in the tenets of the Christian religion? Yes. We're on the move. Un orateur enchaîne. On est en marche, disent les nègres. On est en marche pour vous marcher sur la figure qu'ils disent. Eh bien, moi, je leur dis aux nègres, nous aussi, on est en marche. Je ne suis pas pour la ségrégation, je suis pour l'esclavage. I don't believe in segregation, I believe in slavery.
Alors, qui se joint? Pourquoi cette recrudescence? Et qui sont-ils, ces gens qu'on entend dans cet extrait de reportage, Francis Landlois, qui décident de se joindre à ce mouvement du Ku Klux Klan, à ce mouvement raciste dans les années 60? Ben, essentiellement des gens qui sont fâchés, perturbés par le fait que les Afro-Américains s'affirment, ou si les homosexuels, toutes les minorités en général s'affirment dans les années 60. En même temps, on voit le gouvernement fédéral fait comme, après la guerre civile, va s'impliquer directement dans les affaires des États, et les gens trouvent que c'est absolument inacceptable. Et en même temps, au même moment, à Washington, il y a l'assassinat de Kennedy, les émeutes anti-Vietnam, il y a le Watergate, toutes ces choses-là qui discréditent le gouvernement fédéral. Et donc, ce qu'on dit, c'est, voyez, le gouvernement fédéral est corrompu, il est dominé par ces minorités qui poussent pour leur libération. Et nous, ça remet en question la société traditionnelle. On doit se défendre contre ça. Et essentiellement, c'est là qu'ils vont aller chercher leur support. Puis ça donnera, on évoquait le film Mississippi Burning il y a quelques minutes, mais quelques exemples de comment va se manifester ce retour du Ku Klux Klan dans ces années 50-60. Évidemment, il y a recrudescence des attaques. Dans les années 60, à un moment donné, juste avant que Lyndon Baines Johnson adopte le Civil Rights Act, il va y avoir une série d'explosions dans différentes églises afro-américaines. Les manifestations pro droits civils vont se faire attaquer par des manifestants blancs. Et quand je dis attaquer, à coup de batte de baseball, là, avec de la chaîne et des choses, des fils de fer barbelés autour. Là. Et ça passe à la télé. Et c'est là que la société américaine au complet va se retourner, va dire, là, il faut faire quelque chose. Puis à ce moment-là, le président va dire, oui, on va agir. Là. Et ça donnera ces grandes lois que Johnson adoptera. Tout à fait. Tout d'abord, le centre-ville d'Oklahoma City a été plongé dans un véritable cauchemar à l'heure d'ouverture des bureaux ce matin. Un édifice du gouvernement fédéral a été en grande partie détruit par une explosion d'une violence inouïe. L'affaire est traitée comme un attentat terroriste. Le bilan est lourd. 2 de nos collègues de la salle des nouvelles ont donc suivi la situation tout au long de la journée. On va d'abord s'entretenir avec André Houle. André Houle, bonsoir. Bonsoir. Alors, faisons une petite rétrospective de ce qui s'est passé durant la journée. Les toutes premières images de la télé étaient absolument saisissantes. On se serait cru à Beyrouth, là, au plus fort de la guerre du Liban. Soudainement, on avait un édifice de 9 étages en partie détruit, des débris partout, une épaisse fumée noire, des voitures calcinées, qui brûlaient un peu partout tout autour. Et cette ville, là, Oklahoma City, de 650 000 habitants, est devenue paralysée et est demeurée paralysée depuis ce temps-là. Alors, on revient sur l'attentat d'Oklahoma City en 95, Francis Landlois. Peut-être d'abord nous rappeler brièvement, mais qu'est-ce qui se passe le 19 avril 1995? Donc, un vétéran de la guerre du Golfe de 91, un jeune homme appelé Timothy McVeigh avec 2 complices va faire une immense bombe à partir de produits agricoles. Et ils vont placer la bombe devant le bâtiment en question, donc le Murrah Building à Oklahoma City. Et il va la faire exploser. Un édifice fédéral dans lequel il y aurait des bureaux du FBI et de l'Agence du revenu et des choses comme ça. Et donc, l'idée pour lui, c'est de faire ça et de créer un événement qui va lancer ce que plusieurs personnes dans la frange de l'extrême droite appellent la guerre raciale et la guerre qui va mener ultimement à la destruction du gouvernement fédéral. Tout ça a été, entre guillemets, comment je pourrais dire, prophétisé, si on veut, ou en tout cas écrit par un homme qui s'appelle William Pierce, qui était un leader d'un des groupes d'extrême droite racistes, néo-nazis, etc. jusqu'en 2002. Il est décédé à ce moment-là. Et il a écrit un livre qui s'intitule The Turner Diaries, qui raconte justement cette immense guerre raciale-là que des patriotes blancs vont mener contre le gouvernement fédéral, qui est contrôlé évidemment par des Juifs, des Afro-Américains et la haute finance du monde, etc., l'ONU, tout ça. Et donc, pour libérer finalement les États-Unis. Et le roman se termine par une espèce de cataclysme. Le fameux Turner, Earl Turner, le héros du livre, lance un avion, un petit avion avec une bombe atomique à l'intérieur sur le Pentagone, qui finalement pour eux est contrôlé par ce qu'ils appellent le ZOG, donc le Zionist Occupied Government, donc le gouvernement qui est contrôlé par les Juifs. Et ce roman, Les carnets Turner Diaries, ça va être un classique. Timothy McVeigh l'a lu. On dit qu'il s'en sera inspiré pour l'attentat d'Oklahoma City en 95. On parlait de Charleston au tout début de l'émission. Dylan Roof également. Oui, tout à fait. Les deux ont été inspirés. Ils voulaient lancer cette guerre-là, cette guerre raciale. Et dans le cas de McVeigh, la copie qu'on a retrouvée dans sa voiture, plusieurs passages étaient soulignés, dont un passage très, très clair qui expliquait exactement comment faire une bombe ou la placer dans un bâtiment. Donc, c'est un drôle de roman parce que dedans, oui, il y a une histoire, mais
il y a littéralement des conseils sur comment faire du terrorisme, comment faire une guérilla contre le gouvernement, et même des recettes pour faire des bombes, où trouver les ingrédients, des choses comme ça. Oklahoma City, c'est de par le nombre de victimes, bien sûr, mais plus que ça, parce que le symbole est très fort. Ça va être un tournant, là. Ça va frapper vraiment l'attentat d'Oklahoma City, l'Amérique, mais en pleine gueule, passez-moi l'expression. Oui, tout à fait. Donc, auparavant, il y a eu certains petits groupes néo-nazis qui avaient été arrêtés, démantelés, mais en 95, l'ampleur de l'événement fait que le gouvernement et la population, d'ailleurs, la population met beaucoup de pression sur l'administration Clinton, donc le gouvernement va agir de façon drastique, va arrêter les gens qui sont responsables de la création de ces groupes-là. C'est une première chose. Et c'est là qu'on va cesser d'avoir des groupes organisés et qu'on va multiplier dans l'extrême droite ce qu'on appelle des loups solitaires, donc des gens qui vont prendre sur eux de mener la cause. Et on va arrêter de s'attacher à des à des groupes qui sont plus larges. Donc, les milices du Montana, du Michigan, tout ça, vont rester tranquilles chez eux. Et donc, le flambeau, si on veut, va être repris par des individus qui sont un peu éliminés. Et il y a même des idéologies. Bon, l'idéologie du citoyen souverain, ça vient un peu de là. Puis, il y a aussi un autre groupe qui s'appelle le Phineas Priesthood, qui fait référence à un prêtre mentionné dans la Bible. Il n'y a pas de chef. Il y a juste une idéologie en ligne. Et là, tout est écrit quoi faire pour faire avancer la cause. Puis il y a des gens qui reprennent ça. C'est fascinant parce que c'est le mode d'emploi. Les autorités s'attaquent donc à ces mouvements-là. Puis on pense tout de suite, encore une fois, on fait le parallèle avec le terrorisme islamiste. Quand des organisations importantes sont neutralisées en quelque sorte, en tout cas qu'on s'y intéresse, ça donne le phénomène des loups solitaires autant dans le terrorisme islamiste que dans le terrorisme maison de cette extrême droite américaine. Il y aura, on termine là-dessus, mais encore une fois, autant les lois qui favorisent les Noirs dans les années 50-60 amènent une recrudescence du Ku Klux Klan, autant l'arrivée, par exemple, d'un Barack Obama à la présidence va réanimer ce mouvement d'extrême droite aux États-Unis. Oui, tout à fait. L'élection de Barack Obama va faire augmenter de façon évidente le nombre d'incidents menés par l'extrême droite qui étaient tombés après justement l'événement d'Oklahoma City. Là, ça va exploser littéralement. Je ne veux pas faire de jeu de mots, mais bon, donc ça va augmenter en flèche. Et le problème étant que l'élection de Barack Obama aussi va coïncider avec une polarisation du discours politique aux États-Unis en général. Et lorsque le Department of Homeland Security va publier un de ses rapports sur l'extrême droite, on va immédiatement accuser l'administration Obama de viser la droite, viser les gens qui ne sont pas d'accord avec lui via le Department of Homeland Security. Et on va être obligé, littéralement, de se débarrasser du département qui sert à lutter contre le terrorisme d'extrême droite et on va le fusionner avec le reste. Ce qui fait qu'il y a ou pas aujourd'hui, en quelques secondes, une action des autorités américaines contre ces groupes-là? Oui, il y en a une. Elle est excessivement locale, donc les shérifs locaux, les US Marshals, ces gens-là. Mais oui, il y en a, mais c'est beaucoup plus difficile. Ils marchent sur des œufs. Francis Landlois, on s'arrête là-dessus, professeur d'histoire au Cégep de Trois-Rivières, spécialiste de toute cette question des armes et de la violence aux États-Unis. Merci infiniment de votre présence à l'émission. Ça me fait plaisir, M. Beauchamp. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp. À la prochaine.